Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est maire de Paris et candidate PS à l'élection présidentielle. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Le sommet des 27 s'ouvre donc aujourd'hui à Versailles alors que les bombardements font rage en Ukraine. Rien ne semble jusqu'à maintenant stopper la détermination guerrière de Vladimir Poutine. Au cœur de ce sommet tout à l'heure, le gaz et le pétrole russe. Question simple, demandez-vous ce matin un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe où le prix à payer est trop cher pour les Français et pour les Européens? Il faut cet embargo, je le demande, et je demande aussi bien sûr que sur la base de cet embargo, l'Europe, la France évidemment, s'engage dans une autre politique énergétique. Et on voit bien, même la France, même si la dépendance au gaz russe est moindre en France qu'en Allemagne, 20%, 40% en Allemagne. 50% en Allemagne. Oui, 50%. Même si elle est moindre, cette dépendance, elle existe aussi. Et il nous faut sortir rapidement de ces énergies fossiles en augmentant vraiment les énergies renouvelables. Certes, mais et ça doit être aussi... Non, ça se fait pas comme ça. Se fait pas et d'ailleurs, en un claquement de doigts. Et d'ailleurs, ces 5 dernières années, ça s'est tellement pas fait qu'on n'a pas progressé, puisqu'on est resté à 19% dans le mix énergétique français. Donc, c'est le moment, avec l'Europe, avec le plan de relance. Il reste encore des marges de manœuvre qui n'ont pas été utilisées en France, 5 milliards d'euros par an environ sur le plan de relance, pour s'engager résolument dans cette voie. Et les mesures d'urgence, qui sont des mesures, pour moi, d'embargo, doivent être accompagnées aussi de mesures sociales sur le blocage des prix de l'énergie, sur par exemple la baisse de la TVA sur l'essence, parce que là, il y a aussi cette augmentation de l'essence qui fait que beaucoup de nos concitoyens ne vont plus pouvoir se déplacer et se chauffer. Donc oui, il y a ces mesures d'urgence à prendre et ce plan de moyen terme sur les énergies. Vous demandez un embargo immédiat bien sur sûr. le gaz et le pétrole russe, quel que soit le prix, même si ça va faire exploser les prix du pétrole à la pompe, du chauffage. Marine Le Pen... Pour éviter l'explosion des prix à la pompe et du chauffage, je demande que l'État prenne les mesures, notamment sur la baisse de la TVA et sur le blocage de ces prix. Marine Le Pen dit embargo et augmentation, explosion des prix, c'est embargo et mesures de contrôle et de blocage de ces prix et notamment de baisse de la TVA à l'essence. Marine Le Pen y est opposée. Elle estime que ça reviendrait à se faire harakiri, à faire mourir notre économie avant l'économie russe. Qu'est-ce que vous lui répondez? Marine Le Pen, comme d'ailleurs Zemmour, comme pour d'autres raisons, Jean-Luc Mélenchon, sont des soutiens depuis longtemps de Vladimir Poutine. Ce sont des gens qui essayent de faire un virage sur cette crise. Ils nous ont expliqué au début que c'était quand même l'Ukraine qui avait agressé en disant, et j'ai bien écouté l'édito de Thomas Legrand, et je le partage complètement, en nous expliquant que l'agresseur, c'était ceux qui demandaient à se rapprocher de l'OTAN ou de l'Europe. Donc, ils continuent dans cette idée qu'ils ne peuvent pas changer d'avis. Et ils peuvent changer d'avis, sauf qu'ils ne l'ont pas vraiment fait. Et quand elle nous explique qu'il ne faut pas faire cet embargo, c'est aussi cette relation qu'elle a et qu'ils ont à la Russie, qui, pour certains, comme Jean-Luc Mélenchon, se fait passer pour un pacifiste en nous expliquant que c'est la paix, la paix, la paix. Mais la paix, on ne l'obtient pas en opprimant un peuple, on ne l'obtient pas par l'oppression, on l'obtient par la liberté, on l'obtient par l'égalité. Il veut sortir, Jean-Luc Mélenchon, il veut sortir de l'OTAN. Il dit non aligné, ni l'OTAN ni la Russie, de nouvelles alliances militaires. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune crédibilité possible à quelqu'un comme ça. Pourquoi? J'entends certains expliquer qu'il y aurait un vote utile, mais un vote utile de quoi? Quelqu'un qui veut nous faire prendre un tel virage, qui aurait pour ami, qui ça? Le Venezuela, Bachar el-Assad en Syrie, les dictateurs de la terre. Je ne suis pas sûre que Jean-Luc Mélenchon a pour ami Bachar el-Assad. En tous les cas, il a pris des positions qui ont toujours été des positions de soutien à la Russie, quoi qu'il arrive, et à Vladimir Poutine, au nom de sa volonté de contrer un impérialisme américain. Et comment vous expliquez qu'il soit alors en tête dans les sondages à ce point? Parce que je n'explique pas très bien les sondages, vous voyez, et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à parler avec nos concitoyens et à leur dire que s'il y a un vote utile, c'est d'abord le vote de ses convictions, et puis, comme on nous
explique que les jeux sont faits, que Emmanuel Macron, nouvellement candidat, serait réélu à coup sûr. Eh bien, je dis à ce peuple de gauche qui désespère parce qu'il n'y a pas eu d'unité de la gauche et il va falloir la construire, cette unité. Mais je leur dis, le vote utile, c'est d'abord celui de vos convictions. Le vote utile, c'est d'abord de voter pour des gens qui seront capables de gérer le pays, qui ne vont pas créer du chaos supplémentaire, qui ne sont pas aujourd'hui dans le bruit et la fureur, dans cette campagne qui n'a pas vraiment l'air d'une véritable campagne présidentielle où on pose les enjeux, les retraites, j'espère qu'on va en parler, qui sont par exemple un des grands enjeux. Eh bien, je dis à ce peuple de gauche, je suis cette gauche républicaine, européenne, cette gauche de responsabilité. Si vous voulez être utile aussi à la reconstruction de la gauche, alors faites-vous plaisir. Votez pour une femme de gauche à cette élection. On verra si le message est entendu. Anne Hidalgo, pour je le passe. Pour l'instant, les sondages que vous balayez ne vont pas dans votre sens. Juste encore un mot très important sur l'Ukraine et les Ukrainiens qui fuient la guerre. Le cap des 2 millions de réfugiés a été franchi il y a 2 jours. Ils sont 5 000 à être arrivés en France selon le ministre de l'Intérieur. Ce chiffre va continuer à monter. Il y a un vrai élan national de solidarité. Question à la maire de Paris. À l'heure actuelle, combien il y a de réfugiés ukrainiens à Paris, dans la ville de Paris, et qu'est-ce que la ville a mis en place pour les accueillir? Plusieurs centaines, difficile d'en évaluer complètement le nombre, puisque les réfugiés arrivent soit de Berlin, soit par Francfort, d'autres arrivent par leurs propres moyens. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Nous avons mis en place une plateforme avec l'État, d'ailleurs, avec France Terre d'Asile, dans le 18e arrondissement pour les accueillir. Nous avons aussi, j'ai proposé, et nous sommes en train d'y travailler, l'ouverture d'une école dans le 7e arrondissement pour que l'ambassade, le consulat puissent aussi prendre les enfants ukrainiens, qu'ils aient aussi un sas, parce qu'évidemment, ils vont aller en milieu scolaire ordinaire avec les petits Parisiens, mais il faut aussi les accompagner. Comment ils vont aller, les enfants, à l'école sans parler la langue? Comment ça va se passer? Donc j'ai proposé que l'on puisse leur mettre à disposition une école qui est vide aujourd'hui et qui va pouvoir leur permettre aussi de donner ces cours de langue aux enfants et aux parents. J'ai vu ces femmes, beaucoup de femmes qui sont épuisées. Elles ont laissé leur mari, leurs compagnons, leurs frères qui se battent. Certains sont déjà morts et ce sont des gens d'un immense courage. Je suis en lien aussi en tant que maire de Paris avec mes collègues de Mariupol, de Kiev, de Lviv, avec lesquels nous échangeons tous les jours. J'ai proposé ça aussi dans mon rôle de maire de Paris, d'accueillir en résidence au Théâtre du Châtelet la troupe du ballet de Kiev qui était en tournée à Paris pour qu'elle puisse aussi faire cet acte de résistance, de créer depuis Paris. C'est un signal envoyé à Vladimir Poutine comme quoi il ne va pas tuer la culture de ce peuple ukrainien qui ne réclame qu'une chose, sa liberté. Donc voilà, je suis évidemment engagée pour trouver aussi les solutions de logement et d'hébergement pour toutes ces familles. Vous vouliez parler des retraites. Effectivement, on a entendu Dominique Seux. Emmanuel Macron, s'il est réélu, proposera donc un départ à la retraite à 65 ans et non plus 64 comme il pensait jusqu'à maintenant. Travailler plus longtemps, n'est-ce pas le sens de l'histoire quand on se compare à nos voisins européens qui ont tous décalé l'âge de départ à la retraite? C'est facile pour nous qui n'avons pas des métiers pénibles, qui sommes plutôt bien rémunérés, de dire que travailler plus longtemps, c'est agréable. Mais le sujet des retraites, c'est garantir à des gens qui ont travaillé toute leur vie la possibilité d'avoir un revenu qui leur permette de maintenir un niveau de vie une fois qu'ils sont plus âgés, fatigués et qu'on peut leur accorder, c'est ça notre protection sociale, le régime de protection sociale que nous avons en France, accorder un droit au repos après avoir bien travaillé. Ça, c'est pour les gens. Je souhaite la pénibilité, mais pour la majorité des Français. Je souhaite vraiment, parce que c'est ça le sujet des retraites. D'abord, il n'y a pas un problème de soutenabilité du financement de notre régime des retraites. Et ça, le Conseil d'orientation des retraites le dit très clairement. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de niveau des pensions et qu'il y a un problème de pension pour les personnes qui ont des métiers pénibles. Moi, je réintroduis les critères de pénibilité, je garantis la retraite à 62 ans et puis, comme l'a dit très bien Dominique Seux, il y a un problème qui est vraiment une hypocrisie fondamentale dans notre pays. On nous explique qu'il va falloir allonger l'âge de la retraite. Je vous signale qu'il y a un quart des Français qui sont déjà morts à 62 ans et on nous explique que c'est ça qui va financer le régime de retraite.
retraite alors que le taux d'emploi des seniors est un des plus faibles d'Europe. Donc il faut, et qu'on transfère finalement la charge du financement de la retraite sur l'assurance chômage. Donc je suis vraiment, que les Françaises et les Français se disent bien que malgré cette crise mondiale il y a pour nous un choix à faire. Je pense que les Français ont vu ce que ça donnait quand il n'y avait pas de dialogue social, quand il n'y avait pas de protection sociale. C'est le chaos, c'est le conflit dans la rue. C'est ce qui nous attend pour les 5 ans qui viennent si Emmanuel Macron est réélu. Merci. Anne Hidalgo, toujours aussi difficile à couper. Paris éliminé en huitième de finale, dégoûté comme tous les Parisiens. Ah ouais, c'est trop triste, quoi. C'est dur, trop dur. Merci beaucoup, belle journée à vous. Merci Léa.